les hommes forts et les femmes fortes. Ce sont des personnes qui ont marché dans ce tunnel obscur de l'incertitude, du doute, de la peine et de la tristesse. Vous ne pouvez pas être fort si vous ne passez pas par là. Et comment pouvez-vous vivre dans cette société si vous n'êtes pas fort ou forte? Vous ne survivrez pas. Donc ces épreuves sont là peut-être pour vous montrer à quel point votre destinée est grande. Et vous devez vous tenir droit ou droite. N'oubliez jamais ceci. Toutes ces personnes que vous voyez, que vous admirez de par leur sérénité, de par leur charisme, de par leur posture, vous ne pouvez pas imaginer par quel tunnel de souffrance et de doute ces personnes sont passées. Et c'est parce qu'elles se sont tenues droites, parce qu'elles ont enduré d'une belle patience. Ces personnes ont continué à nourrir l'espoir, parce que sans espoir, vous cessez de vivre. Voilà toutes ces choses qui ont permis à ces personnes d'être aujourd'hui ce qu'elles sont. Vos désespoirs, vos tristesses, vos peines, toutes ces choses ne sont pas là pour vous enterrer, sinon vous ne serez pas encore ici parmi nous. Mais vous devez vous armer de patience, de courage et d'endurance. Vous devez avoir un objectif clair, fréquenter des personnes avec des esprits éveillés, éviter la polémique, remplir votre cœur de bienveillance et encore une fois faire preuve de patience. Et personne ne pourra s'interposer entre vous et ce que Dieu aura décidé pour vous. Personne ne pourra le faire. Marchez sans envie, marchez avec sérénité. Soyez focus sur ce que vous avez. Et vous verrez qu'à la fin, vous connaîtrez ce que cela veut dire être réellement heureux. Les hommes forts et les femmes fortes, ce sont des personnes qui ont marché dans ce tunnel obscur de l'incertitude, du doute, de la peine et de la tristesse. Vous ne pouvez pas être fort si vous ne passez pas par là. Et comment pouvez-vous vivre dans cette société si vous n'êtes pas fort ou forte? Vous ne survivrez pas. Donc ces épreuves sont là peut-être pour vous montrer à quel point votre destinée est grande. Et vous devez vous tenir droit ou droite. N'oubliez jamais ceci. Toutes ces personnes que vous voyez, que vous admirez de par leur sérénité, de par leur charisme, de par leur posture, vous ne pouvez pas imaginer par quel tunnel de souffrance et de doute ces personnes sont passées. Et c'est parce qu'elles se sont tenues droites, parce qu'elles ont enduré d'une belle patience. Ces personnes ont continué à nourrir l'espoir, parce que sans espoir, vous cessez de vivre. Voilà toutes ces choses qui ont permis à ces personnes d'être aujourd'hui ce qu'elles sont. Vos désespoirs, vos tristesses, vos peines, toutes ces choses ne sont pas là pour vous enterrer, sinon vous ne serez pas encore ici parmi nous. Mais vous devez vous armer de patience, de courage et d'endurance. Vous devez avoir un objectif clair, fréquenter des personnes avec des esprits éveillés, éviter la polémique, remplir votre cœur de bienveillance et encore une fois faire preuve de patience. Et personne ne pourra s'interposer entre vous et ce que Dieu aura décidé pour vous. Personne ne pourra le faire. Marchez sans envie, marchez avec sérénité. Soyez focus sur ce que vous avez. Et vous verrez qu'à la fin, vous connaîtrez ce que cela veut dire être réellement heureux. Votre futur époux ou votre future épouse, c'est la décision la plus importante que vous allez prendre dans votre vie. Donc, ne prenez pas cette décision juste en vous fiant à vos sentiments. Parce que les sentiments ne réfléchissent pas dans ce sens. Vous devez comprendre cette réalité. Vos sentiments n'en ont que faire que vous soyez entre les mains d'un psychopathe ou d'une psychopathe. Vos sentiments ne réfléchissent pas. Et c'est la décision la plus importante que vous allez prendre. Et je vais vous dire pourquoi. C'est dans ce couple que vous serez brisé à jamais. Ou bien que vous allez vous élever pour toujours. On n'est jamais sûr de rien, c'est vrai. Et on ne peut pas s'en vouloir tout le temps. Mais il faut que vous gardiez cette réalité en tête. C'est la décision la plus importante que vous allez prendre. Et une décision, on la prend avec la tête. On prend une décision avec sa tête. Les sentiments sont importants. C'est vrai. Mais on prend une décision avec sa tête. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Celui qui vous a poignardé? Ou ces personnes qui ont été témoins de la scène, qui vous sont proches et qui ont fait semblant de ne rien voir? Qu'est-ce qui fait le plus mal?
Qu'est-ce qui fait le plus mal? Ces personnes qui vous accusent à tort ou ces personnes qui ont été témoins que ces accusations sont fausses et qui préfèrent fermer les yeux? Qu'est-ce qui fait le plus mal? Vous savez, très souvent, on ne souffre pas parce que cette personne nous a fait quelque chose de douloureux. Très souvent, on souffre parce que d'autres personnes qui nous sont proches, qui étaient censées avoir une certaine posture, baissent la tête et passent leur chemin comme si de rien n'était. Je pense que c'est la chose qui fait le plus mal. Parce que quand on prend du recul, ce qui est fait est fait. Mais voir ces personnes fermer les yeux par hypocrisie nous tourne le couteau dans la plaie. Selon vous, qu'est-ce qui fait le plus mal? Cette personne qui vous a mis à terre ou ces autres personnes que vous avez fréquentées et qui n'ont pas essayé de vous tendre la main? Qu'est-ce qui fait le plus mal? L'Afrique s'en sortira si nous acceptons de faire ces deux choses. Je vous promets. La première chose, ce sont des réconciliations nationales. Il faut qu'on organise dans chaque État, comme on l'a fait au Rwanda après le génocide. Il faut qu'il y ait des assises nationales dans lesquelles des personnes qui vont représenter les différentes ethnies de ce pays, les différentes religions, les différentes communautés vont se regrouper pour parler de manière sincère. Le mal de l'Afrique, c'est que nous gardons de manière silencieuse une certaine colère. Une colère vis-à-vis de l'autre, une colère vis-à-vis de la société. Mais personne n'en parle. Par contre, dans les foyers, on éduque les enfants avec cette colère. Mais personne n'en parle. Tant que ces assises nationales ne sont pas mises en place, aucun pays d'Afrique ne sera épargné. Parce que la colère et la haine est là. On se regarde, mais on ne s'aime pas. La deuxième chose à faire, qui est la suite du premier processus, c'est qu'il y ait des assises internationales. Que les chefs d'États africains se regroupent comme des frères et qu'ils osent eux aussi se dire cette vérité qu'ils gardent au fond d'eux. Nos chefs d'État se regardent, mangent autour d'une table mais ne s'aiment pas. Nos chefs d'État, la plupart du temps, sont les reflets de cette colère silencieuse qu'il y a dans nos cœurs. Tant qu'il n'y aura pas ces deux réconciliations, l'Afrique ne sera jamais soudée. N'oubliez pas, la colonisation a fait de telle sorte que l'Africain s'est toujours méfié de son autre frère ou de son autre sœur. Et nous grandissons ainsi. Les Africains se regardent, on se dit frère, on se dit sœur. Mais au fond de nous, il y a une certaine colère, il y a un certain mépris. Il y a deux catégories de mauvaises personnes. La première catégorie, ce sont les mauvaises personnes qui assument leur côté obscur. Ces mauvaises personnes qui font du mal et l'exposent au grand jour. C'est la première catégorie. Mais la deuxième est encore pire. La deuxième, ce sont ces personnes qui se délectent. Ces personnes qui prennent un malin plaisir à regarder dans l'ombre les gens souffrir, à regarder dans l'ombre les gens se faire humilier. Ce sont les pires. Ce sont des personnes avec qui vous partagez les mêmes mosquées, épaule contre épaule. Ces personnes avec qui vous partagez la même église, épaule contre épaule. Ces personnes avec qui vous partagez la même synagogue, épaule contre épaule. Mais qui, au fond, nourrissent des intentions sombres. Voilà ce que le monde est devenu aujourd'hui. La majorité des mauvaises personnes aujourd'hui sont cachées dans l'ombre de l'anonymat, dans l'ombre d'un sourire. Et ce sont ces personnes cachées qui donnent la force à ces autres qui assument leur obscurité. J'ai beaucoup plus peur de cette deuxième catégorie que de la première. La première catégorie, ce sont des gens méchants, mais qui sont quand même francs. Ce sont des gens obscurs, mais qui sont quand même francs. Mais beaucoup d'entre eux sont tapis dans l'ombre. Ce sont des amis, des parents, qui vous sourient le matin et le soir, eh bien, se frottent les mains, parce qu'ils savent à quel point vous avez été humilié aujourd'hui. Faites très attention à ces personnes qui viennent vous rapporter une chose en vous disant « Je te confie ce qui se passe, mais ne le dis pas à la personne. » Ces genres de personnes vous mettent dans l'embarras parce qu'elles vous empêchent de dormir par rapport à ce qu'elles viennent de vous raconter. Mais vous n'avez aucune possibilité de vérifier cette vérité parce qu'elles vous ont demandé que vous préserviez leur anonymat. Vous êtes là à changer de perception petit à petit par rapport à ce qu'on vous a raconté sur cette personne. Mais vous ne pouvez pas vérifier cette réalité parce que vous avez décidé de préserver l'anonymat de cette personne qui vous a rapporté cette information. Si tu dois me dire quelque chose, en y ajoutant
que je garde l'anonymat de cette personne qui vient de me rapporter cette chose, alors préserve-moi de me dire une pareille chose. Préserve-moi cette vérité, aussi vraie qu'elle puisse être. La vie est déjà assez compliquée ainsi. Sur le 50-50 dans le couple, parlons plus sérieusement. Pourquoi on ne dit pas 75-25? Pourquoi on ne dit pas 100%? Pourquoi 50-50? Maintenant, certains m'ont dit que ce 50-50 est juste une manière de participer dans la vie du couple. Mais depuis quand le mari ou la femme, depuis quand ces deux personnes ont-ils cessé de participer dans le couple? Rappelez-vous bien, nos mères rajoutaient toujours quelque chose à la dépense que ce père donnait. Et des fois même, elles en rajoutaient beaucoup plus que ce que le papa donnait. Donc depuis quand la question de participer dans le couple s'est-elle posée? Depuis quand? Quand deux personnes vivent ensemble et que ces personnes sont sensées et raisonnables, faut-il vraiment leur donner un cours magistral pour que ces personnes comprennent que pour que ce couple marche, il faudrait que ces deux personnes s'épaulent? Mais ce qui intrigue et ce qui peut amener à une certaine réflexion, c'est de se poser cette question: pourquoi 50-50? Pourquoi j'amène une moitié et toi t'amènes l'autre? Ne sommes-nous pas en train de limiter les efforts? Ne sommes-nous pas en train de nous dire je n'en ferai pas plus que l'autre? C'est ça le véritable problème. Quand une question de société se pose, il ne faut pas essayer de juger cette question. Il faudrait la regarder de manière objective. Pourquoi 50-50? Je n'en ferai pas plus que toi. Si vous hésitez à le faire, laissez-moi vous dire ceci. Quand je vois toute cette bienveillance qu'il y a autour de ce que je fais, de toutes ces vidéos et de ces pensées qui sortent de ma bouche mais qui forcément ne m'appartiennent pas, quand je vois toute cette bienveillance et l'ampleur que cela prend, je me rappelle hier. Je me rappelle quand j'ai voulu le faire et que j'ai vu dans le regard de beaucoup de personnes en doute des gens qui me disaient silencieusement: tu ne pourras jamais le faire. Je me rappelle ces personnes qui m'étaient proches et qui, quand je leur donnais mon avis sur une chose, bouchaient les oreilles. C'était ce que ces personnes voyaient et aujourd'hui encore, je ne leur en veux pas. Mais vous savez ce qui a fait la différence? C'est que je n'ai jamais douté de moi. Je n'ai jamais douté de vous, ces personnes que je n'ai pas encore rencontrées, mais je savais qu'on allait s'entendre. Donc si vous hésitez encore une fois, je vous le rappelle une dernière fois. Ce qu'il y a dans votre cœur et qui vous anime, levez-vous à partir de demain et marchez vers cette chose. Laissez ces personnes se tromper sur vous. Ne commettez pas l'erreur d'étouffer votre talent. Ne commettez pas l'erreur d'éteindre votre rêve, tout juste parce que certaines personnes vous disent que vous n'y arriverez pas. Dans le couple, il est bien de comprendre ceci. Beaucoup de personnes rentrent dans une vie à deux, en amenant avec elles les mauvais réflexes de leurs propres parents. Certaines femmes, par exemple, se comportent avec leur mari comme leur mère s'est comportée avec leur père, sans même s'en rendre compte, alors que ce n'est pas votre père, c'est votre mari. Certains hommes se comportent avec leur femme comme leur père s'est comporté avec leur mère. Encore une fois, ce n'est pas votre mère, c'est votre femme. Si une femme, par exemple, grandit en voyant sa mère dominer son père, cette femme va avoir tendance à faire la même chose vis-à-vis de son mari. Mais vous savez ce qui est fou? C'est que toujours dans sa psychologie, cette femme va chercher un homme qui ne ressemble pas forcément à son père dans ce domaine. Cette femme va chercher un homme et va être attirée par les hommes avec un fort caractère. Et pourtant, elle voudra dominer ces hommes. Ce ne sera pas possible. Un homme aussi qui a grandi dans un couple où son père a voulu dominer sa mère, a voulu la soumettre, cet homme risque, s'il ne prend pas de la distance par rapport à cela, de reproduire la même chose avec sa femme. Et tout comme la femme, cet homme va être attiré par les femmes qui ont beaucoup plus de caractère que sa mère. Mais sans même s'en rendre compte, il va vouloir se comporter comme son père, mais vis-à-vis d'une femme qui n'est pas sa mère. Ce qui va créer des conflits, parce que cette femme ne se laissera pas faire. Si on n'arrive pas à comprendre vraiment les problèmes dans le couple, c'est qu'on ignore le fait que la conception que nous nous faisons du couple, nous l'avons dès notre enfance, en regardant d'abord nos parents.